Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séquence rencontre inspirante du Forum Le Monde Nouveau où on va parler enseignement, recherche et viticulture. Alors, je suis Estelle Brissier, je suis très heureuse de vous accompagner pour ces pastilles rencontres inspirantes qui sont disséminées dans les 3 jours de programme si riche et si dense du Forum Le Monde Nouveau, un événement organisé par le groupe La Dépêche et qui se veut être un accélérateur des transitions écologiques, économiques et sociales en territoire. Alors, ces séquences, ces formats rencontres inspirantes, bien qu'ESACO. L'objectif, en fait, c'est de vous proposer de vivre des moments de rencontre, peut-être inattendus. Je vais juste attendre la fin de l'annonce. Voilà, on vous garde ici, on vous garde avec nous. Donc voilà, l'objectif de ces rencontres inspirantes, c'est de vous proposer de vivre un moment de rencontre, peut-être inattendu, certainement enrichissant, une rencontre que vous n'auriez peut-être pas faite, car c'est ça le monde nouveau. L'objectif, c'est d'incarner humainement ce que peut être le changement et peut-être de créer des déclics, des envies, et de vous aider aussi à contribuer à construire ce monde nouveau. Et alors aujourd'hui, on va construire ce monde nouveau avec notre invité, Laurent Torregrosa, qui va nous raconter son parcours. Et donc, on va parler des différents sujets, enseignement, recherche et viticulture. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Laurent Torregrosa, vous êtes enseignant-chercheur à Montpellier Supagro. Vous êtes directeur de l'IHV, qui est l'Institut des hautes études de la vigne et du vin. Et vous êtes président du GESCO, qui est un groupement d'experts internationaux qui travaillent sur des solutions innovantes en réponse au changement climatique. Et donc, on le comprend bien, vos domaines de recherche, c'est l'adaptation de la vigne au changement climatique. C'est un vrai enjeu national, mais notamment en Occitanie, où on est attaché à la viticulture. Je rappelle qu'on est la première région viticole avec 34% des surfaces françaises. Donc on est là pour partager votre parcours, inspiré peut-être des vocations. Et donc, je vous ai présenté en disant que vous êtes enseignant-chercheur. On peut se demander un petit peu comment se décomposent ces deux activités, qui sont en lien, certes, mais qui sont certainement différentes dans leur pratique. Alors peut-être commençons par parler avec vous de votre activité de recherche. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur ? Bien, bonjour à tous. Effectivement, enseignant-chercheur, ça inclut un volet recherche, enseignement, et aussi un volet qu'on oublie, c'est le volet de transfert. Donc on a vocation à transférer les connaissances qu'on peut acquérir, non seulement via la formation, mais aussi via de l'expertise, de conseils auprès des agriculteurs. Donc ça, c'est très important, c'est une partie importante. Pour ce qui concerne la recherche, en fait, un enseignant-chercheur, ça fait la même recherche qu'un chercheur, ça définit un sujet de recherche. Pour ce qui me concerne, mon objet, c'est la vigne. Donc, bon, j'ai 30 ans de carrière, donc j'ai un petit peu évolué dans mes activités. Mais le fil conducteur, c'était la résistance aux agresseurs et au stress. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment la vigne s'adapte aux contraintes climatiques, donc le réchauffement climatique, la contrainte hydrique. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la vigne, elle est très sensible à un grand nombre de maladies et de parasites. Et puis, elle souffre également de la chaleur et de la sécheresse qui diminue son rendement et la qualité de ses raisins. Donc, c'est vrai que c'est une plante méditerranéenne, mais il faut quand même se préoccuper de comment elle va se comporter, éventuellement identifier des variétés qui permettront de faire face à ce changement climatique. Tout le monde sait que c'est assez rapide et ça conduit à impacter fortement l'agriculture. Voilà, donc pour ce qui concerne la recherche, mon sujet aujourd'hui principal, c'est essayer d'avoir dans la diversité génétique de la vigne s'il y a des comportements plus tolérants vis-à-vis de la sécheresse et les introduire par création variétale dans nos nouvelles variétés. Alors, on a compris le domaine de recherche. Maintenant, en termes d'enseignement, donc l'important, c'est de transmettre aussi vos idées, mais c'est aussi de former des nouveaux viticulteurs, entre guillemets. Oui, donc ça, c'est un volet assez important. Donc, contrairement à ce que la plupart des gens considèrent, la vigne n'est pas une culture extrêmement traditionnelle au niveau technique. Au contraire, elle a intégré énormément de nouvelles technologies pour s'améliorer. Donc, il y a 2 leviers pour faire passer l'innovation, soit, comme je disais tout à l'heure, intervenir auprès des viticulteurs directement ou des chambres d'agriculture pour les aider dans leurs problématiques, soit intervenir au niveau de la formation. Donc, je suis enseignant, je dirige un institut qui forme 230 étudiants par an, mais pas que sur les aspects techniques, également sur les aspects commerce du vin, par exemple, au marketing. Et donc, c'est relativement important pour nous d'agir à ce niveau de levier, parce qu'un étudiant, c'est un futur cadre de la filière, et donc pour nous, c'est une façon aussi d'accélérer l'acquisition de l'innovation technologique.
Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la viticulture. C'est un sujet, comme je le disais, qu'on aime spécialement en Occitanie. Et donc, sur ces leviers à trouver face au changement climatique qui menace cette culture, est-ce qu'on peut dresser un panorama aujourd'hui où en est la viticulture face à ces enjeux du changement climatique? Oui. Donc, en fait, la viticulture régionale, aujourd'hui, elle est confrontée, comme les autres régions, à des challenges importants, hein, que tout le monde appréhende, qui sont l'objet de ce forum, hein, c'est-à-dire diminuer l'empreinte environnementale, avoir des pratiques plus respectueuses, plus efficaces, et puis s'assurer que la viticulture sera durable. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Donc la viticulture aujourd'hui, elle est le résultat en fait de crises qui ont eu lieu au 19e siècle, la crise du phylloxéra, l'arrivée de maladies des États-Unis, le mildiou, l'oïdium, qui ont changé les pratiques, qui ont obligé au greffage. Et donc tout cet historique a conduit sur une viticulture qu'on connaît aujourd'hui, donc 40% pratiquement est en appellation d'origine, hein, donc qui s'est quand même largement réformée, réorientée vers la qualité. La surface a beaucoup diminué. Elle s'est améliorée au niveau qualitatif, mais globalement, on produit moins de vin aujourd'hui qu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Bon, je dirais, pour résumer aujourd'hui, le challenge de la viticulture régionale, c'est essayer de développer une viticulture durable, c'est-à-dire qui va faire face à la limitation de l'eau, donc à la sécheresse, qui chaque année est plus prégnante en fait, et en même temps qui pourra développer de nouvelles techniques qui permettront de réduire l'utilisation des pesticides. Il faut savoir que la viticulture, qui représente au niveau national 2 à 3% de la surface agricole utile, consomme aujourd'hui 25% des pesticides en quantité, et que même la viticulture bio ou biodynamique ne résout quand même pas complètement la question, puisqu'elle fait appel quand même à des produits phytosanitaires. Donc on a là deux enjeux très importants. À la fois faire face aux limitations physiques, limitation d'eau, augmentation de la température, et en même temps donc, proposer des alternatives, peut-être de nouvelles variétés, de nouvelles pratiques agricoles qui vont permettre de réduire les intrants phytosanitaires qui quand même posent problème, quoi. Alors justement, quelles sont les perspectives d'avenir? Quelles sont les mutations à prévoir? C'est quoi les solutions pour faire face à ces enjeux que vous venez d'évoquer? Alors il y a bien sûr le développement de nouvelles pratiques agronomiques, hein, donc le raisonnement de l'entretien du sol, enfin toutes les techniques qu'on peut imaginer, hein, changement de la conduite de la vigne également. Mais un levier très puissant dans lequel nous croyons beaucoup, c'est le levier de la création variétale. Donc la vigne, c'est une plante pour laquelle on a une grande diversité de comportements, hein, des variétés qui ont donc des comportements très différents, issus de régions très différentes, où il y a déjà de la sécheresse, des fortes températures. Et donc on peut puiser dans cette diversité génétique pour essayer de sélectionner des variétés oubliées ou qui sont présentes dans d'autres régions et plus adaptées au climat de demain. Donc ça, c'est une voie relativement aisée puisqu'on a plusieurs milliers de variétés déjà connues issues de différentes régions. Donc on peut proposer rapidement des solutions aux viticulteurs. Et donc l'IFV, l'INRA travaillent sur cette ligne de recherche, exploiter finalement la sélection de variétés antérieures, hein, y compris anciennes dans la région. Et la deuxième voie, qui est un peu plus transgressive, qui a un peu plus de mal finalement parce que on a une idée de viticulture basée sur des cépages traditionnels, c'est la proposition de nouvelles variétés, donc qui sont de nouveaux hybrides et qui, cette fois-ci, peuvent introgresser, présenter des caractères de résistance aux maladies et donc permettre aux viticulteurs de diminuer significativement l'utilisation des pesticides. Donc ça, c'est les deux axes sur lesquels il faut travailler aujourd'hui. J'ai envie qu'on revienne, vous parliez du problème de ressources en eau dans les enjeux. Comment est-ce qu'on peut effectivement solutionner ça? Est-ce qu'on risque d'avoir un problème de concurrence, par exemple, entre certaines cultures, à partir du moment où l'eau va devenir de plus en plus rare? Comment est-ce qu'on peut gérer effectivement ce problème d'approvisionnement en eau? L'agriculture, la viticulture sont très consommatrices d'eau. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir sur les caractéristiques biologiques de la vigne, on considère que c'est une plante résistante à la sécheresse, mais en fait, non. En fait, on estime qu'il faut 300 à 400 litres d'eau pour faire une bouteille de vin. Donc le vin n'est pas quand même un produit absolument indispensable à la vie. Donc il y a quand même un questionnement sur la consommation d'eau pour la production de vin, bien entendu. On a des leviers en travaillant sur les porte-greffes. On sait qu'il y a des variétés qui tolèrent davantage la sécheresse, qui sont plus efficaces. Sur Montpellier, on fait pas mal de travaux pour étudier une fois de plus toute la diversité génétique disponible et rechercher des mécanismes, donc des compromis au niveau de la plante qui permettent de conduire, enfin, d'assurer la continuité de la production
tout en faisant une économie de l'eau supérieure. Voilà. On sait très bien qu'on ne pourra pas irriguer toutes les vignes en Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, il y a autour de 15% du vignoble qui est irrigué. Et effectivement, il y a compétition avec d'autres spéculations agricoles. Il y a compétition aussi avec le développement urbain qui se développe en Occitanie, en Languedoc-Roussillon. Donc il y a des arbitrages qui ne permettront pas d'irriguer la vigne partout où elle est implantée aujourd'hui. Donc il faut effectivement trouver des ressources, des porte-greffes, des variétés, de nouvelles pratiques qui permettent une économie de l'eau supérieure et qui assurera la durabilité de la viticulture. Ça, c'est très, très important. Et du coup, en vous écoutant, on se dit, effectivement, il y a des perspectives d'évolution, mais est-ce que ce n'est pas presque plutôt une révolution qu'il faut envisager dans les variétés, mais aussi dans les pratiques et dans les mentalités, dans la manière dont se fait la vigne aujourd'hui? Oui, sans doute. En fait, on a, au cours du XXe siècle, en fait, c'est le résultat d'innovations intérieures, puisque en France, en Europe, on a innové sur les nouvelles variétés, on a créé de nouveaux systèmes de taille, on a développé l'onologie moderne. Donc tout ça, ça a conduit au XXe siècle, finalement, à une viticulture en France et dans la région qui a acquis un certain leadership et qui est reconnu au niveau international, mais qui est en fait le résultat d'innovations successives. Et à un certain moment, il semble qu'on ait pensé que ces changements, enfin, disons, ces systèmes soient pour toujours efficaces. Et donc, on a figé la viticulture par des cahiers des charges souvent très contraignants, puisque en appellation d'origine, on fixe jusqu'au nombre d'individus par surface, la façon dont on taille, la façon dont on cultive la vigne. Donc, on a développé une image de culture extrêmement traditionnelle, alors qu'en réalité, la viticulture du XXe siècle et de ce début du XXIe, elle est tout à fait le résultat de l'innovation. Les viticulteurs, ils sont tout à fait prêts à l'innovation. Les consommateurs, probablement aussi, si on le leur explique. Donc le changement, il est plus dans la mentalité, puisque dans la réalité, la viticulture, elle a toujours innové et acquis, incorporé de nouvelles technologies, quoi. Donc, le challenge, c'est de continuer à rassurer le consommateur sur une spéculation qui est présentée comme traditionnelle, mais qui agrège progressivement un certain nombre d'innovations et qui est capable de se réformer. Et finalement, c'est intéressant, je rebondis, je reviens sur ce qu'on disait au début, finalement ce lien d'enseignant-chercheur, donc ce lien entre la recherche et l'enseignement, là il prend tout son sens puisque finalement vos sujets de recherche vont venir alimenter votre enseignement et vont vous aider à changer ces mentalités. C'est-à-dire que dans vos sujets de recherche, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de choses à changer, dont les mentalités, ce que vous venez d'évoquer, et ça vous pouvez le transmettre dans votre activité d'enseignement. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on préjuge en fait de la plasticité de l'agriculture et de la viticulture. Quand on regarde par exemple l'encépagement qui est aujourd'hui employé en Languedoc-Roussillon pour produire du vin, effectivement, il y a un très grand nombre de variétés qui n'étaient pas présentes il y a 40 ans. Donc la Syrah, par exemple, le Chardonnay, ou le Viognier, la Marsanne, le Roussanne, il y a de très grands exemples. Ça fait rêver là, quand on entend tout ça. Qui montrent que finalement la viticulture peut incorporer de nouvelles variétés. Donc, agir au niveau des enseignants et de l'enseignement, c'est très important de déverrouiller, en fait. Moi, je pense que le rôle d'un enseignant, c'est de déverrouiller les mentalités des futurs cadres. Effectivement, la viticulture française, elle a un leadership incontestable, basé sur un grand nombre de choses qui viennent de l'histoire, mais elle a une grande capacité à innover encore. Il y a une capacité de recherche très importante, notamment à Montpellier et à Toulouse. On a vraiment des labos de recherche qui sont en pointe sur un très grand nombre de domaines, en agronomie, en génétique, en onologie. Et donc, l'idée, c'est quand même d'utiliser toutes ces ressources, donc en interfaçant avec la profession pour proposer des innovations. Mais en tout cas, on a un potentiel qui est très très élevé par rapport à d'autres pays. Alors, on vous sent passionné quand vous parlez de votre métier et de la viticulture. Donc, si vous me permettez, j'ai envie de vous poser une question un petit peu plus personnelle. On est dans une séquence rencontre inspirante. Quel a été votre parcours? Pourquoi ce choix? Comment vous êtes arrivé à l'enseignement, à la recherche et à la recherche sur la viticulture? Alors bon, tous les parcours sont un peu le fruit du hasard, je dirais. Moi, je suis arrière petit-fils et fils de viticulteurs dans les Corbières, donc à 5 km au sud de Montpellier. Donc, dès le départ, je ne me destinais pas à reprendre l'exploitation. Bon, j'avais fait des études qui marchaient plutôt bien. J'ai intégré une école d'ingénieur. Et puis, au moment de choisir ma spécialisation, j'avais donc, à l'école de Montpellier, on peut choisir un grand nombre de spécialisations. Je suis quand même revenu sur la viticulture, parce que ça me titillait pas mal. Il faut dire que la plante vigne, elle est intéressante au niveau historique, au niveau culturel, mais également au niveau technique. Il s'agit d'une plante pérenne, dont les réglages sont très fins. C'est probablement
des spéculations agricoles en arboriculture, par rapport à l'arboriculture, on intervient le plus. On contrôle beaucoup la vigne, il y a énormément d'interventions. Donc c'est une mécanique extrêmement intéressante. Et en termes de recherche, c'est quand même un dispositif fantastique parce qu'on a un fort pouvoir d'orientation du comportement de la vigne, en particulier lorsqu'on fait du vin. Donc on a des résultats qui vont jusqu'à quelques métabolites secondaires. Enfin, les arômes du vin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc moi, en tant que chercheur, ce sujet m'a toujours intéressé et c'est pour ça que je me suis orienté vers cette filière en fait. On voit que l'appel du terroir est toujours le plus fort. Alors, juste avant de passer la parole à la salle, puisque je parle de terroir, et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur effectivement la perspective de changement de variété, notamment ici en Occitanie. Les vins d'Occitanie ressembleront à quoi dans 10 ans, 20 ans en termes de... Vous n'êtes peut-être pas... vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais est-ce qu'on a déjà des idées en termes d'arômes, de cépages Personne ne peut réellement répondre à cette question, en fait. La viticulture languedocienne, elle a très fortement évolué au XXe siècle. Si on regarde dans le rétroviseur, on cultivait le Terré, le Carignan, l'Aramon dans l'Hérault. Ce sont des variétés qui ont pratiquement disparu, laissant la place à la Syrah, au Grenache qui s'est beaucoup développé, vu l'orientation qualitative qui était donnée à la viticulture. Aujourd'hui, le vrai challenge pour la viticulture, je l'ai dit, c'est à la fois d'être moins polluante pour l'environnement, mais aussi de répondre au niveau qualitatif. Et ça, elle ne pourra le faire que si elle développe des variétés, non seulement résistantes à la sécheresse, mais qui aussi conservent de la fraîcheur au niveau du vin. Quand il y a réchauffement climatique, il y a diminution des acides, souvent les vins sont beaucoup plus plats. Donc un des enjeux pour la région, c'est effectivement d'adopter de nouvelles variétés qui permettront de maintenir le niveau qualitatif, parce que pour qu'une viticulture soit durable, il faut qu'elle soit profitable au niveau économique, et donc il faut pouvoir vendre les vins, et donc qu'ils soient au niveau qualitatif international. Ça, c'est très important. Alors, j'aurais encore plein de questions à vous poser, mais je suis sûre que dans la salle, vous avez peut-être envie de poser des questions. Alors, Laurent Torregrossa, on va vous apporter un micro. Je précise juste, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a des caméras, donc la rencontre est filmée. Ce sera retransmis sur le site internet du Monde Nouveau. Donc, autorisation, droit à l'image, pas de problème, j'imagine. Voilà, je le précise juste quand même. Surtout avec le masque. C'est vrai. Pas inaperçu un peu. C'est ça. Moi, j'ai une question effectivement un peu naïve. Quand vous parlez de développer de nouvelles variétés, mieux adaptées à la sécheresse, ce qui est évidemment intéressant, vous parlez de variétés hybrides. Est-ce que ces variétés, du fait qu'elles seront hybrides, seront compatibles avec, par exemple, l'agriculture biologique ? Alors, il faut partir du principe que toutes les variétés sont des hybrides. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à la génétique, on connaît d'ailleurs le pédigré de la plupart des variétés. Par exemple, le Cabernet Sauvignon, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, il y a quelques siècles, par croisement spontané entre, on connaît le papa et la maman, le Cabernet Franc et le Sauvignon. Donc, globalement, la viticulture, c'est une culture de nouvelles variétés qui sont apparues historiquement par croisement spontané. Aujourd'hui, les généticiens font des croisements dirigés pour accélérer, mais on va dire que sur le principe, tout ce qu'on appelle des variétés traditionnelles ont été un jour des nouvelles variétés finalement, mais qui ont réussi, quoi. Enfin, l'innovation, voilà, enfin, la tradition, c'est une innovation qui réussit d'une certaine façon. Donc là, la nouveauté, c'est que pour acquérir la résistance à des maladies qui n'étaient pas présentes en Europe, il faut faire des croisements avec des variétés qui viennent des États-Unis ou d'Asie pour incorporer des gènes de résistance à ces maladies. Donc là, on est plutôt sur des hybrides qui sont dits interspécifiques, donc le brassage génétique, il est plus lourd, mais sur le principe, quand on fait des croisements, quand on pollinise une fleur, le principe, c'est un peu toujours le même. Pour revenir sur votre question, c'est aux viticulteurs de choisir aujourd'hui. Il y a un grand débat au niveau français et au niveau international sur comment se positionner par rapport à ces nouvelles variétés hybrides interspécifiques. Il y a des pays en Europe qui sont très proactifs, en Allemagne par exemple. Ils souhaitent très rapidement pouvoir incorporer des variétés hybrides dans les appellations d'origine. En France, on est plus en retenue. On est plus ouvert pour utiliser des variétés déjà existantes, mais sur les variétés interspécifiques, on freine un peu. Moi, je pense que la viticulture biologique ne pourra réellement être efficace que si elle utilise des variétés hybrides résistantes aux maladies. C'est très important. Aujourd'hui, quand on regarde la cartographie
de pollution des sols par le cuivre en Europe, toutes les régions viticoles, le Languedoc-Roussillon y compris, ont des sols qui sont très pollués par le cuivre, qui est le fongicide à la base de l'agriculture biologique et de la viticulture biologique. Donc si on veut un jour s'affranchir de ces fongicides, qui ne sont pas de synthèse, mais qui sont quand même polluants, il faut réellement avancer vers l'utilisation de la génétique pour réduire considérablement l'utilisation des fongicides. Donc c'est de l'intérêt primordial des viticulteurs en général, et surtout de la viticulture biologique, de rapidement se positionner par rapport à ça, de se décomplexer, et effectivement d'essayer d'adopter ces variétés nouvelles. Enfin, pour finir, peut-être un élément, je pense qu'on surjoue le rôle des variétés vis-à-vis du consommateur. Je suis persuadé que 90% des consommateurs ne savent pas les variétés avec lesquelles on fait le champagne, ne savent pas, là, dans le Pétrus, dans la bouteille de Pétrus, combien de Merlot, de Cabernet Sauvignon ou de petits verres d'eau, ou quand ils achètent une bouteille de Minervois, s'il y a plus de Grenache ou de Carignan, c'est parfois marqué sur la bouteille, mais je crois qu'on surjoue cette notion de variété. Si le viticulteur fait bon et avait des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, je pense que le chemin est ouvert. J'ai éventuellement une deuxième question, mais si quelqu'un d'autre en a une, bien sûr, je passe la parole volontiers. Allez-y, et puis on passera la parole après, ne vous inquiétez pas. J'ai une question sur l'irrigation, parce que avant de venir ici, on a visité d'autres stands, et donc il était question de réutiliser l'eau potable une fois filtrée, notamment pour les irrigations, et notamment avec des expérimentations sur la vigne. Donc voilà, je voulais savoir si votre champ de recherche intégrait aussi ce domaine-là et quels étaient donc les résultats à ce jour et les perspectives. Merci. Alors c'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on a travaillé, effectivement. Je travaille en partie sur le centre INRA de pêche rouge à Gruissant. Donc c'est un sujet qu'on a abordé parce que dans les zones balnéaires, effectivement, en été, on a un grand nombre de touristes qui gaspillent énormément d'eau, donc on génère des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau au moment précisément où on a besoin d'irriguer la vigne. Donc dans les 10 dernières années, on a pas mal travaillé pour effectivement voir quel niveau de pureté est acceptable en viticulture. Et dès cette année, donc il y a tout un réseau d'irrigation qui est mis en place autour de Gruissant, à partir de la station d'épuration, qui permettra d'irriguer plusieurs dizaines, presque une centaine d'hectares avec de l'eau réutilisée. Mais les calculs montrent que ça ne suffira pas pour irriguer toutes les surfaces viticoles du Languedoc-Roussillon. Alors ça peut être une contribution en périphérie de ville ou près de la côte, mais ça ne générera pas d'eau suffisamment pour irriguer tout le vignoble. Voilà, donc je retourne à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une piste très intéressante qui permet au lieu de... Pardon ? Quel pourcentage ? Quel pourcentage? Aujourd'hui, c'est très peu. Ça démarre parce qu'il y avait des freins réglementaires. Il est interdit d'irriguer la vigne avec de l'eau recyclée. Mais les freins réglementaires sont en train d'évoluer. Il est probable qu'on puisse aller jusqu'à 5 ou 10% au niveau du Languedoc-Roussillon de vignes irriguées avec de l'eau recyclée. À partir des villes, mais aussi à partir des caves. En Australie, par exemple, ou aux États-Unis, déjà depuis longtemps, on recycle l'eau qui est utilisée pour rincer les cuves. C'est énormément de volume, mais bien sûr, il faut des équipements appropriés pour réirriguer le vignoble. Voilà. Mais il ne faut pas imaginer que ça va permettre de passer, d'accepter le changement climatique qu'on attend. Ça sera une contribution, effectivement. C'est là qu'on voit l'importance de l'innovation, effectivement, dans tous ces procédés de reuse ou autres. Allez-y, monsieur. Bonjour. J'avais une question. Moi, je ne suis pas du tout expert du sujet. J'avais une question. Quand vous avez abordé le sujet justement du manque d'eau, que vous avez réabordé à l'instant, j'aimerais un petit peu savoir, appréhender un minimum, où est-ce qu'on en est. Est-ce que cette question de la ressource en eau, est-ce qu'on est vraiment au pied du mur à horizon 10 ans, à horizon 50 ans? Et voilà, un petit peu rentrer un peu dans le détail de où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Est-ce qu'il y a vraiment urgence et dans quelle mesure, quoi, un petit peu éventuellement en citant quelques chiffres et éventuellement une piste telle que le recyclage de l'eau ou d'autres pistes qui existent aujourd'hui pour répondre à cet enjeu-là qui effectivement m'a le plus interpellé dans votre intervention.
Tout à fait. Alors, la première question, c'est que le vignoble languedocien, il est extrêmement hétérogène. Il y a des vignes qui sont implantées en bordure de fleuves ou de rivières sur des sols très profonds où la contrainte en eau n'existe pas réellement et où on pourra continuer sans problème à cultiver la vigne. Par contre, il y a une grande part de la viticulture qui est installée sur des sols superficiels, notamment en appellation d'origine, où là, la réserve en eau est très faible. Alors, on fait des statistiques depuis des années. Je peux vous dire que sur le domaine de pêche rouge, donc INRA de pêche rouge dans les Corbières, depuis 10 ans, on est un déficit hydrique permanent et on est très inquiet par exemple pour l'année prochaine parce que s'il n'y a pas une recharge massive en eau cet hiver, on vient de subir une sécheresse très importante dans beaucoup de régions du département de l'Aude, on est très inquiet, donc on n'est pas au pied du mur, mais c'est quelque chose qu'il faut aborder sérieusement si on veut maintenir la viticulture dans certains terroirs où qui sont très qualitatifs et dont la qualité précisément résulte d'une limitation en quantité d'eau dans le sol, quoi. Et où dont les équilibres sont très tenus et où là, plusieurs années de sécheresse, ça peut conduire à diminuer fortement le rendement. Moi j'ai un doctorat en ce moment, cette année il y a des variétés qui ont diminué le rendement de facteur 3, quoi. Donc ça, ce n'est plus soutenable, quoi, pour un viticulteur au niveau économique, hein. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Et je dirais que la région a entendu, nous soutient dans beaucoup d'activités, soutient pas mal d'activités de recherche focalisées sur s'adapter à la sécheresse, par les variétés, mais aussi par de nouveaux modes de conduite. Enfin, il y a d'autres façons de procéder, bien sûr, hein. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question, s'exprimer? Non. Alors moi j'ai quand même une dernière question. Je reviens à notre première question sur la recherche. C'est une question un peu plus personnelle, mais c'est vrai qu'on entend tous parler un petit peu des problèmes de la recherche française. Vous êtes un chercheur, on a un chercheur. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie difficulté dans la recherche en France? Alors une fois de plus, il y a une très grande hétérogénéité de situations, en fonction des thèmes, en fonction des priorités régionales ou nationales, bien sûr, on peut voir plusieurs situations. Pour ce qui concerne la viticulture, je dirais qu'on est finalement dans un espace un peu béni, c'est quand même une activité agricole importante en Occitanie et en Languedoc-Roussillon. On bénéficie d'un soutien très important, significatif sur nos programmes de recherche. Cette année, par exemple, la région Occitanie a décidé de lever 2 millions d'euros pour nous aider justement dans ces travaux-là, avec des perspectives à 4 ans, nous aide à structurer la recherche. Je dirais que dans mon secteur, l'innovation en viticulture et en oenologie, on est soutenu à bon niveau. Bien entendu, il n'y a jamais assez de fonds, hein, parce que des idées, on en a plein, et on peut adapter nos activités en fonction des ressources, mais on peut quand même travailler convenablement avec les soutiens régionaux, nationaux ou européens, parce que la viticulture, par chance, est aussi importante dans beaucoup de régions viticoles, notamment du bassin méditerranéen. Et donc, avec un peu d'agilité, d'intelligence, on arrive quand même à trouver des fonds pour développer ces recherches. La profession également, qui était toujours un petit peu à retrait par rapport à la recherche d'amont, et qui attendait un peu qu'on lui fournisse les résultats. Aujourd'hui, grâce au comité interprofessionnel, s'implique davantage, comme dans d'autres pays, pour piloter la recherche, et on attend effectivement ce rôle à la fois de la région, à la fois de l'interprofession qui doit se structurer, nous donner des axes de travaux, hein, parce que sinon on peut partir dans trop de directions à la fois, mais on a un pool de chercheurs. Voilà, à Montpellier, il y a 150 chercheurs ou enseignants-chercheurs qui travaillent sur la vigne et le vin. C'est quand même un des pôles principaux au niveau mondial. On publie plusieurs centaines de publications scientifiques par an. Donc voilà, il faut que l'interprofession s'approprie et utilise cette richesse pour orienter la recherche en fonction de ces questions. Mais ce sera, j'allais dire, allez-y. Non mais allez-y, on peut prendre, on a un petit peu de temps avant la prochaine, donc on peut prendre une question supplémentaire. Excusez-moi, je ne veux pas monopoliser le questionnement, mais j'ai une question sur la formation. Donc, ok, vous êtes des enseignants-chercheurs, donc les résultats de vos publications sont certainement pas accessibles à tout un chacun. Mais par contre, est-ce que vous prenez en compte, par exemple via des MOOC ou via d'autres formules, une information, je dirais, accessible au grand public sur vos travaux, ou est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une évolution? Parce que quand on habite un territoire, même régional par exemple, c'est important de savoir ce qui s'y passe. Et vous parlez de choses qui paraissent tout à fait passionnantes, mais qui, encore une fois, sont réservées à une élite scientifique. Est-ce que vous envisagez, ou est-ce que ça existe déjà,
de faire des publications ou des MOOC, ou je ne sais pas quelle formule, pour des non-spécialistes? Alors, l'institution dans laquelle je travaille forme des étudiants à partir du niveau master ingénieur. On a aussi des doctorants, hein, je l'ai dit, 230 étudiants. En général, à Montpellier, Supagro, on a 30 étudiants qui font leur thèse de doctorat sur la vigne et le vin. Donc forcément, on est un peu éloigné de la vulgarisation de base. Mais chaque enseignant-chercheur, comme j'ai dit, a un pourcentage normalement attribué au transfert. Et moi et mes collègues, très régulièrement, on participe à des conférences, on écrit des articles de vulgarisation dans des revues spécialisées de façon à diffuser nos informations et d'une certaine façon la prédigérer de façon à ce qu'elle soit accessible pour au moins les professionnels. Je ne suis pas sûr qu'on descende au grand public. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait dans notre mission, mais on le fait. Ce n'est pas notre cible principale, je devrais dire. Voilà. Bien, merci beaucoup à tous pour ces échanges très enrichissants. Merci Je beaucoup. retiens de cette rencontre inspirante une rencontre avec un chercheur heureux. Et ça, ça fait du bien. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent Torregrosa. On se retrouve à 15h30 ici. On parlera économie circulaire. Et puis à 17h30, on parlera agriculture de demain. Voilà, bon après-midi à tous.